Lors de la crise économique de 1929, des hommes politiques et des hommes religieux vont proposer d'interdire le travail aux femmes qui n'en ont pas besoin dans le but de créer de l'emploi pour les hommes. Comment réagit Eva Sasser-Côté à ce genre d'idée? Elle réagit immédiatement parce que ça va à l'encontre de tous ses principes. D'abord du principe libéral, qu'on ne doit pas faire de discrimination. Alors ça d'abord. Et ensuite, elle va dire que les femmes travaillent pas par plaisir, mais parce qu'elles en ont besoin. Sauf qu'elle fait toujours une distinction de classe. Elle est très consciente des classes sociales, même si c'est une libérale. Elle va dire les filles qui n'ont pas besoin de travailler, les filles de la bourgeoisie, qui travaillent pour s'acheter, je sais pas moi, des bijoux, on ne devrait pas les engager. Elles vont prendre la place des autres, comme elles s'expriment mieux, disons, comme commis de magasin, comme ça, c'est sûr que celles qui ont vraiment besoin de travailler n'auront pas d'emploi. Alors là, mais donc vous pourriez me dire, ça va aussi à l'encontre du libéralisme, c'est pas tout le monde pareil, mais elle fait cette distinction. Mais entre les hommes et les femmes, non, surtout depuis la Première Guerre, non. Puis elle dit qui va juger si elles ont vraiment besoin de travailler ou non. Et c'est vrai qu'en 1930, deux fois, dans les années 30, 32, je crois, et 35, le député Francoeur va présenter un projet de loi à l'Assemblée législative, justement pour interdire le travail aux femmes qui n'en ont pas besoin. C'est des faits, les deux fois, ça passe pas. Mais c'est intéressant de lire les discours qui sont reproduits dans les journaux pour vous donner une idée des arguments qu'on utilisait de part et d'autre. Et elle va écrire des chroniques au même moment pour dénoncer ces projets de loi-là. Puis en fait, elle avait bien raison, parce qu'il y a une division sexuelle du travail, encore aujourd'hui. Les hommes et les femmes font pas le même travail. Les hommes vont pas aller remplacer les femmes comme sténo-dactylo, par exemple. Ou comme infirmière à l'époque. Donc, à cause de ça, il n'y a vraiment pas de concurrence entre les hommes et les femmes. Les femmes ne prennent pas les emplois des hommes, c'est un mythe. Bon, on aurait pu les remplacer comme commis dans les magasins, puis encore. Et comme aujourd'hui, les commis de magasins, les hommes étaient ceux qui avaient les meilleurs salaires ou qui étaient à commission. Puis quand vous descendez, quand il s'agit de vendre, je sais pas moi, des vêtements, des bas, ben c'est des femmes parce que, bon, ça paye moins. Donc c'était comme ça à l'époque. Et puis c'est un faux débat, mais c'est impliqué là-dedans et l'a entièrement dénoncé. Eva Sasser-Côté meurt le 4 mai 1949 à son décès. Que fait-on avec toute son œuvre? Bon, d'abord, on pourrait dire on sait qu'il y avait des documents certains de la correspondance, mais aussi, elle avait écrit un roman qui n'a jamais été publié, mais elle a fait des lectures publiques, donc on sait que ça existait, plus un ouvrage de biographie politique. Et ce qu'on a fait, c'est qu'elle habitait, elle était encore autonome, hein? Elle a eu un arrêt cardiaque dans la cuisine. Sa fille est venue avec une amie pour vider la maison et quelqu'un qui a interviewé l'amie de sa fille il y a longtemps, il y a 30-40 ans, et qui a pris des notes, a dit qu'elles ont dit il y avait un tel fouillis, un tel désordre, que ça aurait pris 2 ans à mettre de l'ordre. Donc nous avons tout détruit. Et moi je trouve que c'est une perte, mais une perte, parce que je n'ai que quelques lettres d'elle, mais chaque lettre est comme 8 pages. On peut s'imaginer qu'elle a reçu des lettres qu'on pourrait avoir aussi, mais c'est des manuscrits. Et on ne sait pas aussi ce qu'elle avait d'autre qu'elle avait écrit. C'est une boulimique de l'écriture. Donc elle devait écrire tout le temps, enfin, on peut le supposer. Et ça, c'est disparu. Alors je vais vous confier qu'après ça, je me suis dit, il ne faudrait plus que ça se représente. Parce qu'elle avait peut-être un journal intime, on ne sait pas. Et avec 2 collègues, on a fondé une association qui s'appelle les Archives Passe-Mémoire, où on recueille, ce sont des archives, on est incorporé, on recueille de la littérature, des écrits personnels, les journaux intimes, de la correspondance, des autobiographies qui n'ont pas été publiées. Alors là, il y a un endroit pour les déposer. Je ne sais pas si sa fille les aurait déposés, mais il reste que c'est... J'ai trouvé ça très bizarre, les rapports entre la mère et la fille, pour qu'elle puisse faire ça, parce que sa fille était bibliothécaire de formation. Et ouais.
Elle était bibliothécaire à l'Institut Fraser à Montréal, puis après elle a déménagé en Floride, puis elle est revenue au dessin. Bon. Et moi je trouve que c'est une catastrophe. En fait. Madame Lévesque, vous avez consacré une vingtaine d'années de votre vie à faire des recherches sur Éva Circé-Côté. Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier d'Éva Circé-Côté? Écoutez, c'est un modèle. D'abord, elle donne une vision du Québec qu'on n'a pas toujours. Elle a refait l'histoire du Québec parce qu'elle parlait beaucoup d'histoire, hein, à rebrousse-poil, si vous voulez. Elle va chercher les gens qui sont pas comme les autres aussi. Elle va pas, bon, il y a Papineau, mais il y en a d'autres. Elle va aller chercher justement ce qui est à la marge de la société de son époque pour montrer les problèmes sociaux, mais toujours en proposant une solution, par exemple. Alors, je crois qu'on peut se souvenir d'une personne extrêmement courageuse qui a pu tenir tête aux autorités autant politiques que religieuses, puis qui en a payé le prix. Mais malheureusement, on ne s'est pas beaucoup souvenu d'elle au Québec. Il y a une rue hein, sur ses côtés, à Rivière-des-Rapides. Et quelqu'un m'a envoyé une photo. La rue, c'est une intersection avec la rue Duplessis, croyez-le ou non. Alors, ils se sont rejoints à un coin de rue, ces deux-là. Mais moi, quand on a construit la grande bibliothèque, j'aurais tellement aimé qu'on donne son nom au moins à une salle ou qu'il y ait une plaque. Elle est quand même la première bibliothécaire de la première bibliothèque municipale de Montréal. Et on a préféré ne pas le faire. Il y a tellement de gens dont on se souvient, hein, pour ne pas le nommer, Lionel Groulx, qui a une station de métro. En fait, le nombre de thèses de doctorat sur Lionel Groulx est effarant. Si on comptait toutes les pages qu'Éva Circé-Côté a écrites, toutes les conférences qu'elle a données, puis on n'a pas les textes de toutes ces conférences, mais elle a parlé à la radio, mais aussi en public beaucoup. Elle était connue comme conférencière. Je veux dire, ça s'additionne, ça aussi. Et c'est un corpus assez intéressant. Elle reflète son époque. Elle décrit ce qu'elle voit. Mais elle essaie aussi de former son époque. En proposant des solutions, en réorientant, en faisant appel justement à l'esprit de justice des gens. Et en se servant énormément d'humour. Or ça, j'en ai pas parlé parce qu'il n'y a rien qui s'use plus vite que l'humour. Aujourd'hui, on dit de ces choses, ça paraît pas drôle. Mais à l'époque, alors de ça, c'est toujours l'humour qu'on a aujourd'hui, là, ça restera pas dans 50 ans. C'est pareil. Mais donc, elle essayait de faire passer des messages de toutes les façons, que ce soit sur la scène, ou dans ses livres, ou dans les conférences, ou à la radio. Et elle ne mérite pas d'être oubliée comme elle l'a été.